Le matin du 15 juin 1944, les eaux turquoises de la baie de Saipan reflétaient un calme trompeur. Pourtant, ce calme n'était que l'écrin d'une tempête mécanique et humaine qui s'apprêtait à déferler sur les plages. Les soldats japonais, postés dans des tranchées et des bunkers soigneusement dissimulés, scrutaient l'horizon avec une vigilance teintée d'une certitude que l'invasion américaine serait limitée et prévisible. Pour eux, la guerre avait déjà révélé sa nature. Un affrontement où le courage individuel et la discipline militaire suffiraient à contenir un adversaire perçu comme technologiquement inférieur. Jamais ils n'auraient imaginé que l'ampleur de la manœuvre allait défier toutes leurs hypothèses. Sur la plage, les sables blancs attendaient, comme un théâtre silencieux pour la démonstration de la puissance américaine. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Les premiers coups de canon, tirés des navires d'escorte américains, rompaient le silence matinal. Ces détonations, calculées pour tester la résistance et provoquer la peur, ne représentaient qu'une fraction de l'arsenal déployé. Les Japonais, habitués aux bombardements sporadiques, ne pouvaient anticiper la précision et l'intensité des tirs combinés de l'artillerie navale et des batteries d'aviation. Chaque obus qui éclatait sur le rivage envoyait des gerbes de sable et d'eau, et pourtant, pour ceux postés à quelques centaines de mètres, cela ressemblait encore à une mise en scène initiale, une ouverture avant le vrai déferlement. Puis, à l'horizon, une ligne mouvante apparut, comme une traînée argentée flottant sur l'eau. Les observateurs japonais plissèrent les yeux, incrédules. Des centaines de silhouettes, identiques, symétriques, se déplaçaient avec une régularité qui défiait la logique humaine. C'étaient les premiers bateaux Higgins, alignés en formation, prêts à accoster la côte. Ce n'était que le début. Dans l'heure suivante, 5000 de ces petites embarcations, chacune capable de transporter une compagnie entière de soldats avec armes et équipements, allaient converger sur les plages de Saipan dans une seule vague coordonnée, un flot humain et métallique que les défenseurs japonais ne pouvaient ni ralentir ni stopper. À bord de chaque Higgins Boat, les marines américains se tenaient prêts, fixant l'horizon avec une détermination glaciale. Les visages étaient tendus, les muscles crispés. Mais derrière cette tension se cachait une confiance basée sur une planification minutieuse. Les officiers avaient étudié chaque centimètre de la plage, chaque dune, chaque point fort potentiel de résistance. La coordination avec les bombardements préalables et le soutien aérien avaient été synchronisés à la minute près. Chaque marine connaissait son rôle, sa position dans la vague et la séquence exacte de son débarquement. Ce niveau de préparation contrastait radicalement avec la perception japonaise, qui anticipait des assauts fractionnés et désordonnés. Les Japonais avaient basé leur défense sur des expériences antérieures, attaques dispersées, débarquements limités, et sur la croyance que l'ennemi manquerait de coordination logistique et d'endurance physique pour maintenir une offensive massive sur plusieurs fronts simultanément. Mais cette fois, ces hypothèses allaient être confrontées à une réalité qui les surpassait. À mesure que les bateaux approchaient, le vacarme augmentait. Le fracas des moteurs, le martèlement des vagues contre la coque et le cri ordonné des marines se mêlaient à la fumée des obus éclatant sur le rivage. Les bunkers japonais tremblaient sous l'intensité des impacts et, dans certaines positions, les tirs, pourtant précis, ne parvenaient qu'à ralentir de quelques secondes le flot inarrêtable. La confusion s'installait progressivement. Les défenseurs, formés à anticiper des attaques segmentées, se trouvaient face à une masse compacte, coordonnée et méthodiquement préparée. Les communications radio, souvent fiables, étaient submergées par le volume incessant de bruit et de mouvement. Les premiers hommes à descendre des bateaux Higgins se retrouvèrent rapidement immergés dans un chaos contrôlé. Le sable mouvant, les éclats d'obus, la fumée et les cris créaient un environnement presque hallucinant, où chaque décision devait être instantanée. Pourtant, la formation maintenue par les officiers américains assurait que chaque marine connaissait sa trajectoire et sa tâche exacte. La psychologie des défenseurs japonais se dégradait à mesure que la vague avançait. Les soldats, pourtant endurcis et formés, commencèrent à comprendre que ce qu'ils voyaient dépassait toute anticipation rationnelle. Une seule vague de 5000 bateaux, sur une côte qu'ils pensaient pouvoir défendre avec quelques centaines de combattants aguerris,
représentaient un choc psychologique monumental. Dans les rapports d'après-guerre, plusieurs officiers japonais mentionneront cette perception comme un moment de sidération, un instant où la croyance en leur supériorité locale fut remise en question. La combinaison de la densité de la vague, de la vitesse d'approche et de la coordination avec l'artillerie et les bombardements aériens avait créé un facteur de surprise presque absolu. L'organisation américaine avait anticipé chaque possibilité. Les mines avaient été neutralisées, les champs de tir optimisés, et les itinéraires de repli des défenseurs étaient déjà comptés pour maximiser l'efficacité des tirs. Sur le plan matériel, les bateaux Higgins eux-mêmes étaient une innovation cruciale. Leur conception légère mais robuste, leur capacité à débarquer rapidement des troupes et leur maniabilité dans les eaux peu profondes permettaient un débarquement rapide et ordonné. Comparés aux méthodes traditionnelles de débarquement amphibie utilisées précédemment, ces bateaux offraient une supériorité technique qui, combinée à la planification logistique américaine, rendait presque inévitable le succès initial. À mesure que la vague avançait, des officiers japonais observaient, stupéfaits, la précision avec laquelle les hommes descendaient des bateaux et se dirigeaient vers leurs positions assignées sur la plage. Certains Marines, équipés de fusils, de mitrailleuses et de mortiers légers, établissaient rapidement des points de tir et des lignes de couverture, assurant la progression de la force malgré la résistance. L'exécution était mécanique mais humaine, une démonstration de discipline et de coordination qui surpassait les attentes de tous ceux qui avaient prévu une invasion dispersée. Les Japonais tirèrent avec détermination, mais leur feu était limité par le volume écrasant de l'attaque. Des groupes isolés réussirent à infliger des pertes, mais ces succès tactiques étaient marginaux face à l'échelle du débarquement. Le choc psychologique continuait de croître. Les soldats japonais, témoins d'une telle masse de forces adverses, commençaient à comprendre que leur doctrine défensive reposait sur des hypothèses désormais obsolètes. L'attaque monolithique, coordonnée et soutenue par l'artillerie et l'aviation, représentait un nouveau paradigme de guerre, un modèle auquel ils n'avaient jamais été confrontés. À bord des navires d'escorte américains, les officiers suivaient l'évolution avec une précision quasi scientifique. Chaque mouvement de la vague, chaque impact sur la plage, chaque réaction de l'ennemi était minutieusement observé et adapté en temps réel. La flexibilité et la capacité d'adaptation des forces américaines étaient aussi déterminantes que leur préparation initiale. La psychologie de la bataille jouait un rôle crucial. Les Japonais, élevés dans la croyance d'une supériorité tactique et morale, se retrouvaient confrontés à une démonstration éclatante de l'efficacité de la planification industrielle et de l'organisation humaine à grande échelle. Le choc allait au-delà des pertes matérielles. Il s'agissait d'une remise en question profonde de leurs convictions sur la nature de la guerre moderne. L'un des points les plus frappants de cette journée fut l'efficacité logistique des Américains. Les bateaux Higgins, arrivant en continu depuis plusieurs kilomètres en mer, maintenaient un flux constant de troupes et de matériel. Chaque embarcation transportait des hommes, des munitions, des explosifs et des fournitures, assurant que l'avancée sur la plage ne serait jamais interrompue par un manque de ressources. Cette constance renforçait l'effet psychologique. La plage semblait se remplir sans fin, une masse mouvante impossible à contenir par les défenses limitées des Japonais. Dans les bunkers, les commandants japonais tentaient désespérément de réorganiser les troupes, mais la rapidité et la densité de la vague rendaient toute tentative de coordination inefficace. La communication était fragmentée, et les signaux visuels ou sonores étaient souvent perdus dans le vacarme et la fumée. L'impression d'une force irrésistible se consolidait, et avec elle, le sentiment de vulnérabilité croissante. À mesure que la matinée avançait, le front sur la plage commença à se fragmenter. Certaines positions japonaises furent rapidement submergées, tandis que d'autres tenaient grâce à des tirs concentrés mais isolés. Chaque bunker tombé était un symbole tangible de l'efficacité américaine et un indicateur psychologique de la trajectoire de la bataille. La combinaison de la supériorité numérique, de la discipline, de la coordination logistique et de la technologie des bateaux Higgins avait créé une réalité que les Japonais n'avaient jamais envisagée. Même les officiers expérimentés, qui avaient combattu dans des îles plus petites et des défenses plus traditionnelles, se trouvaient à court d'options. L'ampleur de la vague, son organisation et sa synchronisation avec les bombardements et le soutien aérien
constituait une manifestation de la puissance américaine que rien dans la doctrine japonaise ne pouvait contrecarrer. L'attaque démontrait également l'importance de la psychologie de l'ennemi dans la guerre moderne. Les Japonais, confrontés à une masse apparemment infinie de troupes débarquant en continu, virent leur morale s'effondrer avant même la destruction complète de leur défense. Le choc de la « surprise », la réalité de la densité et de la coordination de la vague, et l'incapacité à infliger des pertes significatives provoquèrent un désarroi croissant. Les hommes commencèrent à douter de la viabilité de leur position et de la possibilité de repousser l'attaque. Au-delà des chiffres et des tactiques, la bataille révéla l'importance d'une logistique et d'une planification intégrale dans un conflit de grande ampleur. Chaque bateau Higgins, chaque marine, chaque impact d'obus et chaque vol d'avion faisait partie d'un ensemble cohérent qui transcendait les performances individuelles. C'était un exemple clair que la guerre moderne n'était plus seulement une question de courage ou de discipline personnelle, mais de capacité à orchestrer à grande échelle des forces humaines et matérielles avec précision. La leçon fut dramatique pour les Japonais. Sous-estimer la puissance industrielle et la coordination de l'ennemi pouvait transformer une défense solide en une défaite presque immédiate. La vague continua à avancer, implacable, jusqu'à ce que les premières positions japonaises soient complètement submergées. Les survivants se repliaient vers l'intérieur, tentant de maintenir des points de résistance secondaires, mais le momentum avait basculé. La plage, autrefois territoire défensif, était devenue un espace contrôlé par l'envahisseur, et ce contrôle se consolidait à chaque minute qui passait. Dans les heures qui suivirent, la pression américaine ne faiblit pas. Les bateaux Higgins continuaient à débarquer des troupes fraîches, maintenant le flot ininterrompu, tandis que les lignes de défense japonaises s'effondraient progressivement. L'efficacité de cette méthode démontrait que la coordination et la planification surpassaient largement les avantages tactiques isolés. Les commandants japonais enregistrèrent dans leurs journaux de bataille un sentiment d'incrédulité et d'impuissance. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un assaut amphibie puisse se dérouler avec une telle intensité, une telle précision et une telle constance. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Les chiffres étaient vertigineux. 5000 bateaux, chacun transportant des dizaines de marines et des équipements, se déversant simultanément sur une côte défendue par quelques centaines de soldats aguerris. La disproportion était telle qu'elle semblait presque irréelle. L'expérience de Saipan marqua un tournant dans la perception japonaise de la guerre. Ils comprirent que la supériorité matérielle et la planification industrielle américaine constituaient des facteurs de guerre aussi cruciaux que le courage et la discipline. La leçon psychologique fut immédiate et durable, sous-estimée. L'ennemi, même lorsqu'il semble soft ou dispersé, pouvait conduire à une catastrophe rapide et écrasante. À la fin de cette première journée, la plage de Saipan avait été transformée. Ce qui avait été pensé comme un espace défensif limité était devenu le théâtre d'un exemple frappant de coordination et de puissance industrielle appliquée à la guerre. Les Japonais, confrontés à cette réalité, durent réévaluer leurs hypothèses sur la nature et l'ampleur des opérations américaines, et sur l'efficacité de leurs propres doctrines de défense insulaire. L'expérience laissa une empreinte durable dans la mémoire des survivants et dans l'analyse stratégique de la guerre du Pacifique. Elle illustra de manière éclatante comment la combinaison de l'innovation logistique, de la discipline humaine et de la planification industrielle pouvait surmonter toute défense traditionnelle et comment un choc psychologique profond pouvait précipiter l'effondrement d'une résistance pourtant expérimentée. Ce jour-là, Saipan devint le symbole tangible de la puissance américaine dans le Pacifique et un exemple clair que la guerre moderne exigeait non seulement des armes et du courage, mais une orchestration à l'échelle industrielle, capable de générer un effet psychologique et matériel simultané. La nuit tombait sur Saipan, mais l'intensité de la bataille ne diminuait pas. Les marines américains, épuisés mais déterminés, continuaient à avancer dans le sable détrempé et les débris fumants des premiers combats. Chaque bunker neutralisé révélait la complexité des défenses japonaises. Des réseaux de tunnels, des positions fortifiées et des champs de mines que les ingénieurs japonais avaient préparés des années auparavant, convaincus que leur île serait imprenable. La mer à proximité semblait désormais reculer sous l'ombre massive des navires de soutien,
Mais la vraie bataille se jouait sur la plage et dans les hauteurs environnantes. Les forces japonaises, bien que réduites et sous le choc, tentaient de réorganiser leurs lignes à l'intérieur des collines et des falaises abruptes qui surplombaient la baie. Pour eux, la surprise initiale avait été catastrophique. 5000 bateaux Higgins en une seule vague avaient submergé toutes les défenses frontales, rendant inutile tout plan de résistance linéaire. Chaque officier japonais comprenait qu'il devait improviser. Les transmissions radio étaient sporadiques, souvent brouillées par le vacarme incessant, et la coordination entre les différentes unités était presque impossible. L'organisation japonaise traditionnelle, basée sur des relais hiérarchiques et des commandements centralisés, montrait ici ses limites face à une offensive parfaitement décentralisée, mais orchestrée avec rigueur. Dans le chaos de la nuit, certaines unités japonaises firent preuve d'un courage remarquable. Des tireurs, isolés, positionnés dans des crêtes ou derrière des rochers, parvenaient à infliger des pertes aux forces américaines, ralentissant temporairement l'avancée. Mais ces succès isolés, bien que notables, n'étaient que des retardateurs dans un processus global inexorable. Les marines, conscients de leur supériorité en logistique et en coordination, maintenaient la pression. Les officiers de plage, à l'aide de signaux lumineux et de radios portatives, dirigeaient l'afflux constant de renforts et de munitions, s'assurant que la vague initiale de 5000 bateaux Higgins ne serait jamais interrompue. L'effet cumulatif était écrasant. Chaque position japonaise subissait simultanément des tirs directs, des bombardements aériens et la progression constante de troupes fraîches débarquant par l'arrière ou sur les flancs. Ce type de coordination à grande échelle, jamais rencontré auparavant par les défenseurs japonais, bouleversait complètement leur perception de la guerre moderne. Ils réalisaient qu'aucune habileté individuelle ou position fortifiée ne pouvait compenser la puissance combinée d'une force bien orchestrée. Sur la plage, l'environnement devenait un mélange de chaos et d'ordre simultané. La fumée des explosions obscurcissait la vue. Les vagues projetées par les obus noyaient parfois les premières lignes de défense. Et pourtant, chaque marine savait exactement où se placer, quels angles couvrir et comment soutenir ses camarades. La discipline et l'entraînement des Américains surpassaient toutes les attentes. Mais c'était leur capacité à maintenir la continuité logistique qui garantissait la progression constante. À l'intérieur des bunkers japonais, la panique commençait à se manifester. Des officiers expérimentés, confrontés à la masse ininterrompue des assaillants, perdaient leur sang-froid. Les ordres étaient donnés, annulés, puis réitérés, mais la cohérence stratégique était brisée. Les hommes, épuisés et effrayés par l'ampleur de la vague, commençaient à douter de leur capacité à tenir. Des notes ultérieures dans les journaux militaires japonais indiqueraient que ce moment précis fut celui où beaucoup réalisèrent que la doctrine traditionnelle de défense insulaire était désormais obsolète face à une force industrialisée et organisée. L'organisation américaine avait anticipé ces réactions. Les planeurs de l'état-major avaient compris que l'effet psychologique sur l'ennemi était un multiplicateur de force. Non seulement les marines infligeaient des pertes matérielles, mais ils amplifiaient la confusion et l'incertitude au sein des lignes adverses. Chaque avancée de bateaux Higgins, chaque assaut sur un bunker, était calculé pour générer un déséquilibre cognitif chez les défenseurs. Cette approche témoignait de la sophistication stratégique américaine, qui combinait logistique, discipline et psychologie, en un seul outil de guerre. L'un des aspects les plus critiques de cette phase fut la communication et la coordination des tirs d'artillerie et d'aviation. Les navires de bombardement, positionnés au large, pouvaient ajuster leurs tirs en temps réel grâce aux observateurs postés sur les hauteurs ou à bord des bateaux avancés. Les avions de soutien, volant en cercle précis, identifiaient les positions japonaises et dirigeaient les tirs sur les points les plus résistants. Cette synergie entre la mer, le ciel et la plage elle-même était sans précédent. Elle créait une impression de force inarrêtable, renforçant encore la panique des défenseurs. Dans les collines surplombant la baie, les commandants japonais tentaient de coordonner une contre-attaque, mais la communication était compromise et les informations souvent contradictoires. Les signaux visuels étaient brouillés par la fumée et les transmissions radio captées par l'ennemi étaient limitées, risquées. Les Japonais se retrouvaient ainsi dans une situation où chaque action, même celle motivée par le courage ou l'initiative individuelle, était neutralisée par la supériorité de la coordination ennemie.
La bataille révéla également l'importance cruciale de l'initiative individuelle au sein de la planification américaine. Chaque marine était conscient de son rôle, mais avait également reçu la formation nécessaire pour s'adapter à des imprévus. Obstacles imprévus, tirs concentrés ou zones encombrées. Cette capacité à combiner discipline et flexibilité assurait une progression ininterrompue malgré les conditions extrêmes. L'examen des pertes japonaises montre l'efficacité de cette approche. Bien que certaines positions aient résisté plusieurs heures, l'effet cumulatif de la vague initiale et du soutien constant des renforts américains rendait toute contre-offensive inefficace. Les défenseurs étaient épuisés, désorganisés, psychologiquement submergés. Les témoignages post-bataille révèlent que ce moment fut déterminant pour la compréhension japonaise de la guerre industrielle. Ils comprirent que la victoire ne dépendait plus uniquement du courage ou de la compétence individuelle, mais de la capacité à mobiliser et orchestrer des ressources humaines et matérielles sur une échelle continentale. La logistique américaine, exemplifiée par la masse continue de bateaux Higgins, était désormais reconnue comme un multiplicateur de forces stratégiques. La coordination entre les navires, les avions et les troupes débarquées démontrait que l'organisation et la planification pouvaient transformer des forces ordinaires en une machine de guerre quasi inarrêtable. Au centre de cette réalité se trouvait la notion de supériorité quantitative et qualitative, non pas isolément, mais dans une orchestration cohérente. Chaque élément jouait un rôle précis dans un ensemble global, ce qui amplifiait l'efficacité de la force et minait la résistance de l'ennemi. La psychologie de la bataille continua à s'inverser en faveur des assaillants. Les défenseurs, isolés dans leurs bunkers ou dispersés sur les collines, commençaient à comprendre l'ampleur de l'écart technologique et organisationnel. Les notes prises par les officiers japonais, analysées après-guerre, indiquent que beaucoup décrivirent cette journée comme une expérience de sidération collective. L'effet psychologique fut presque aussi décisif que les pertes matérielles, car il affecta la capacité à prendre des décisions, à coordonner les unités et à maintenir la cohésion des forces. L'importance des bateaux Higgins dans ce processus ne peut être sous-estimée. Chaque embarcation représentait une unité mobile de projection de force, capable de débarquer un contingent complet avec son équipement en quelques minutes seulement. La densité de la vague initiale, combinée à la fréquence des renforts, créait un flux presque continu qui submergeait les défenses et réduisait toute possibilité de regroupement ou de réorganisation. L'analyse technique des marines américains montre que chaque aspect de l'embarquement, du départ à la coordination en mer jusqu'au débarquement sur la plage, avait été soigneusement optimisé. Les moteurs, la coque, la capacité de charge et la maniabilité furent testés dans des conditions simulées avant l'assaut, garantissant que chaque bateau pouvait atteindre sa position prévue sans retard significatif. Sur le terrain, cette préparation se traduisait par une synchronisation parfaite. La vague avançait comme un seul organisme, chaque élément appuyant les autres et réduisant l'effet isolé de la résistance japonaise. Les officiers japonais, confrontés à ce spectacle, commencèrent à réaliser que leur perception du temps et de l'espace avait été bouleversée. Ce qu'ils pensaient pouvoir, neutraliser en heures ou en fractions de journée, se déroulait sur une échelle et à une vitesse qui dépassait toute anticipation rationnelle. Le moral s'effondrait dans plusieurs positions clés, et la cohésion tactique des unités japonaises était compromise. À l'intérieur des bunkers encore opérationnels, les soldats échangeaient des regards chargés de confusion et d'incrédulité. Les commandants tentaient d'inspirer courage et discipline, mais la densité et la persistance de la vague américaine rendaient cette tâche pratiquement impossible. Chaque tir réussi n'était qu'une brève pause dans le flot continu d'assaut. La capacité des Américains à maintenir une pression constante était renforcée par leur maîtrise logistique. Les munitions, les vivres et les renforts étaient acheminés en continu depuis les navires d'escorte et les installations arrière, assurant que la force de frappe ne diminuerait jamais. Cette constance fut un facteur décisif dans l'érosion de la résistance japonaise. Dans la matinée suivante, les marines américains avaient sécurisé plusieurs points stratégiques le long de la plage et avancé vers les hauteurs environnantes. Chaque position conquise permettait d'établir des postes de tir, de rediriger les renforts et d'assurer une couverture continue pour les vagues suivantes. La discipline et l'organisation démontrées lors de cette opération
devinrent un modèle pour les débarquements amphibies ultérieurs, illustrant l'importance de la préparation, de la coordination et de la planification logistique. Les survivants japonais, retirés vers les positions arrière, commencèrent à comprendre que la nature de la guerre dans le Pacifique avait changé. Les batailles n'étaient plus seulement des confrontations de courage ou d'expérience individuelle, mais des démonstrations de capacité industrielle et organisationnelle appliquées de manière efficace et coordonnée. Cette réalisation, bien que douloureuse, fut documentée dans les rapports post-bataille et devint un point de référence pour l'analyse stratégique ultérieure. La journée de Saipan avait offert une leçon claire: la supériorité matérielle et organisationnelle, lorsqu'elle est combinée avec une planification rigoureuse et une psychologie appliquée, peut submerger même les forces les plus déterminées. Les bateaux Higgins, symbole de cette supériorité, illustrèrent parfaitement comment l'innovation technique pouvait transformer la guerre en une orchestration complexe mais efficace de forces humaines et matérielles. La fin de cette phase de la bataille laissait les Japonais en état de choc, et pour les Américains, la coordination, la discipline et l'efficacité logistique démontrées étaient autant de preuves que leur méthode pouvait être reproduite sur d'autres théâtres d'opération. L'impact psychologique et stratégique de la vague initiale à Saipan allait se répercuter longtemps après la bataille, influençant les doctrines militaires et la planification des opérations futures. Les chiffres restaient impressionnants. 5000 bateaux, des dizaines de milliers de soldats débarqués, des tonnes de matériel transporté en continu. Cette démonstration de force fut non seulement un exploit technique et logistique, mais aussi une leçon historique sur la manière dont la guerre moderne pouvait transformer les hypothèses les plus enracinées et les doctrines traditionnelles. La journée se termina avec la certitude, pour les survivants japonais, que la guerre dans le Pacifique nécessitait désormais une réévaluation complète des méthodes de défense, de l'organisation des troupes et de l'interprétation de la puissance industrielle et humaine de l'ennemi. Pour les Américains, elle confirmait l'efficacité de la planification et la supériorité de la coordination, tout en soulignant l'importance de la psychologie dans la conduite des opérations à grande échelle. Ce moment marqua une étape décisive dans la campagne du Pacifique, un exemple éclatant de la manière dont la puissance logistique et la discipline humaine peuvent se combiner pour créer un effet stratégique écrasant et durable. Alors que les derniers échos de la bataille de Saipan se dissipaient, le paysage demeurait marqué par les cicatrices de la guerre. Les plages, autrefois vides et paisibles, étaient jonchées de débris de bateaux Higgins, de matériel abandonné et de vestiges de positions japonaises détruites. Les collines et les crêtes environnantes portaient encore les traces de tirs d'artillerie et de bombardements aériens. Pour les forces japonaises, la journée avait été une révélation brutale et incontestable de la réalité de la guerre moderne. Les survivants, épuisés, isolés et traumatisés, tentaient de comprendre comment leur doctrine traditionnelle, fondée sur le courage individuel, l'initiative personnelle et la discipline rigide, avait été complètement submergée par une force coordonnée, massive et logistique. Dans les journaux militaires japonais et les rapports post-bataille, cette phase de Saipan fut décrite comme un choc collectif. 5000 bateaux Higgins débarquant simultanément avaient non seulement neutralisé les défenses frontales, mais avaient aussi provoqué un effondrement psychologique généralisé. Les officiers japonais réalisèrent que la puissance américaine ne résidait pas uniquement dans l'armement ou le nombre de soldats, mais dans la combinaison de logistique, de coordination et de flexibilité opérationnelle. Ce mélange avait transformé une force de débarquement en un organisme presque vivant, capable d'adapter son action en temps réel à toutes les conditions rencontrées sur le terrain. Les rapports détaillés montrent que la capacité américaine à maintenir un flux constant de renforts, de munitions et de matériel était un facteur déterminant dans la victoire. Chaque vague successive de bateaux Higgins, chaque unité débarquée, chaque tir d'artillerie dirigé avec précision participait à un effet cumulatif qui submergeait les défenses japonaises. Ce type de supériorité industrielle et organisationnelle, combiné à une préparation minutieuse et une discipline rigoureuse, était jusqu'alors inédit dans les campagnes amphibies du Pacifique. Dans l'après-midi suivant le débarquement, les marines américains poursuivaient la sécurisation des positions avancées. Chaque crête, chaque bosquet, chaque point stratégique était inspecté et consolidé. Les équipes de combat amphibies, après avoir subi un premier assaut intense,
coordonnait maintenant la progression vers l'intérieur de l'île, établissant des lignes de communication, des postes de tir et des dépôts de munitions pour les vagues suivantes. La supériorité, matérielle et organisationnelle, déjà manifeste lors du débarquement initial, se traduisait maintenant par une domination continue sur le terrain. Les Japonais, quant à eux, tentaient de maintenir une résistance dispersée mais efficace. Certains tireurs isolés, embusqués dans des crêtes ou des tunnels, parvenaient à infliger des pertes aux Américains, mais ces succès étaient ponctuels et n'avaient aucun effet stratégique significatif. Les contre-attaques coordonnées échouaient systématiquement face à la densité et à la régularité de la progression américaine. La psychologie de la résistance japonaise commençait à se fissurer. Les notes post-bataille indiquent que des commandants expérimentés, qui avaient auparavant cru à la doctrine de la défense insulaire absolue, admiraient désormais la rigueur et la discipline américaine, tout en reconnaissant l'impossibilité de reproduire une telle force avec leurs moyens limités. L'ampleur de la vague, initiale, et la constance des renforts illustrèrent un concept clé de la guerre moderne. La puissance stratégique ne réside pas seulement dans la bravoure ou la compétence, mais dans la capacité à orchestrer et maintenir un effort coordonné sur une échelle massive. Les marines américains, conscients de leur efficacité, poursuivaient l'opération avec méthode. Chaque unité savait où se positionner, quand avancer et comment soutenir les autres. Cette capacité à combiner initiative individuelle et coordination globale était une leçon stratégique pour tous ceux qui observaient la bataille, alliés comme adversaires. La consolidation des positions avancées permit également de sécuriser les lignes de ravitaillement et d'assurer un flux continu de matériel et de troupes. Les navires au large maintenaient une présence constante pour garantir que chaque nouvelle vague de bateaux Higgins pouvait débarquer sans interruption. Les observateurs aériens, en coordination avec les unités terrestres, dirigeaient les tirs sur les points résistants et les concentrations de forces japonaises, assurant ainsi une progression continue et réduisant les risques pour les forces débarquées. Sur le plan humain, la bataille eut un impact psychologique profond. Les soldats japonais, confrontés à une supériorité matérielle et organisationnelle écrasante, commençaient à douter de la valeur de leurs sacrifices et de la viabilité de leur résistance. Les notes des officiers capturés révèlent une reconnaissance tardive mais lucide de l'efficacité de la stratégie américaine. Ils admiraient la discipline et la coordination des forces adverses, tout en comprenant que leur méthode traditionnelle, basée sur le courage et l'initiative individuelle, était insuffisante face à une puissance industrielle organisée. La bataille de Saipan offrit également des enseignements précieux pour l'état-major américain. Les succès enregistrés lors du débarquement initial confirmèrent l'importance d'une préparation logistique minutieuse, de la formation des unités et de la coordination interarmes. La maîtrise simultanée de la mer, du ciel et du terrain permit de maximiser l'efficacité de chaque action et de réduire les pertes. L'expérience acquise à Saipan devint un modèle pour les opérations amphibies ultérieures dans le Pacifique, démontrant que la planification détaillée et la discipline opérationnelle pouvaient transformer la supériorité numérique et matérielle en victoire décisive. Les pertes japonaises, bien que difficiles à quantifier avec précision, furent significatives et révélatrices de l'efficacité du concept de vague continue de débarquement. Les survivants isolés, dispersés dans des tunnels et des positions reculées, comprirent que la bataille était perdue non pas en raison d'un manque de courage, mais en raison d'un déséquilibre stratégique et logistique irréversible. L'expérience de Saipan montra également que la guerre moderne exigeait une flexibilité organisationnelle et tactique, une capacité à coordonner simultanément de multiples unités et à maintenir un effort constant sur une durée prolongée. La bataille révéla la fragilité des doctrines traditionnelles face à des forces adaptées à la guerre industrielle. Pour les Américains, cette réussite démontra que la coordination entre logistique, artillerie, aviation et forces terrestres pouvait créer un avantage décisif et quasi inarrêtable. Les bateaux Higgins, emblème de cette supériorité, avaient non seulement permis un débarquement massif, mais avaient également renforcé le moral et la confiance des forces américaines. L'impact psychologique sur les Japonais fut durable. La reconnaissance de l'inévitabilité de la supériorité américaine transforma les conceptions de la résistance et influença la stratégie des batailles suivantes. L'érosion du moral,
combinée à la supériorité matérielle et organisationnelle, conduisit à une résistance dispersée et inefficace, accélérant la conclusion de la campagne. En analysant les conséquences immédiates, on constate que la capture de points stratégiques clés permit aux Américains de sécuriser des positions pour le ravitaillement, la logistique et la consolidation des lignes de front. Les marines, en établissant des bases avancées sur les hauteurs et en sécurisant les plages, créèrent un effet cumulatif. Chaque avancée facilitait la suivante, réduisant la capacité des Japonais à se regrouper ou à organiser une contre-attaque efficace. Les leçons stratégiques tirées de cette bataille eurent également un impact sur la planification de futures opérations dans le Pacifique. La nécessité de combiner la supériorité matérielle avec la coordination humaine et la discipline opérationnelle devint un principe fondamental de la stratégie américaine. Les batailles ultérieures démontrèrent que la réussite de la projection de force dépendait autant de la logistique et de l'organisation que du courage et de l'initiative individuelle. L'héritage psychologique de la bataille fut tout aussi significatif. Les Japonais, confrontés à la réalité de la puissance industrielle américaine, modifièrent leurs doctrines de défense et reconnurent la nécessité d'une approche plus flexible et adaptée à la guerre moderne. Les rapports et journaux post-bataille décrivent une conscience accrue de l'importance de la logistique, de la coordination et de l'adaptation tactique face à un adversaire capable de projeter des forces massives avec précision et régularité. L'expérience de Saipan mit également en évidence la manière dont la technologie et la préparation peuvent transformer la perception de la bataille. Les bateaux Higgins, malgré leur simplicité relative, permirent un effet stratégique disproportionné en combinant vitesse, densité et coordination. Leur utilisation démontra que la supériorité technique et logistique pouvait produire un avantage psychologique et stratégique considérable, indépendamment du courage ou de la compétence individuelle des soldats. La bataille de Saipan devint ainsi un exemple historique de la manière dont la guerre moderne nécessite une combinaison harmonieuse de logistique, discipline, technologie et psychologie. Les enseignements tirés de cette opération influencèrent non seulement la conduite des batailles ultérieures dans le Pacifique, mais également l'évolution des doctrines militaires à l'échelle mondiale. La supériorité industrielle, lorsqu'elle est appliquée avec rigueur et coordination, devient un multiplicateur de force qui peut submerger même les défenses les plus déterminées et les soldats les plus courageux. L'importance de cette leçon fut reconnue par les commandants américains qui analysèrent la bataille en détail, intégrèrent ces principes dans les plans d'opération futurs. Les bateaux Higgins restèrent un symbole durable de la puissance combinée de la logistique et de la planification humaine. Leur capacité à projeter une force massive sur une plage ennemie, tout en maintenant un flux constant de renforts et de matériel, démontre la manière dont la guerre moderne transforme les principes classiques de combat. En conclusion, la bataille de Saipan illustre un moment clé dans l'histoire militaire moderne. Pour les Japonais, ce fut une leçon amère sur les limites des doctrines traditionnelles et la nécessité d'adaptation. Pour les Américains, ce fut la démonstration éclatante de l'efficacité d'une planification minutieuse, de la coordination interarmes et de la projection de force sur une échelle massive. L'héritage de cette bataille transcende la simple victoire tactique. Il représente un exemple historique de la manière dont la logistique, la discipline et la technologie peuvent transformer la guerre et redéfinir les règles de l'engagement militaire. Saipan reste ainsi un témoignage de la puissance combinée de la stratégie, de la préparation et de l'ingéniosité humaine, où chaque détail, depuis le plus petit bateau Higgins jusqu'à la coordination des vagues successives, joua un rôle crucial dans la transformation d'une opération amphibie en un exemple de supériorité tactique et stratégique. Les archives, les témoignages et les analyses post-bataille continuent de rappeler l'importance de cette leçon, non seulement pour la guerre du Pacifique, mais également pour la compréhension des conflits modernes et des principes fondamentaux de la projection de force et de la domination stratégique. Chaque marine, chaque officier, chaque ingénieur impliqué dans cette opération participa à un processus, complexe mais parfaitement orchestré, illustrant que la combinaison de préparation, de discipline et de logistique peut surmonter presque toutes les résistances et transformer le potentiel en réalité effective. La mémoire de Saipan reste ainsi un symbole durable de la puissance stratégique
et du rôle déterminant de la coordination humaine et matérielle dans le succès des opérations militaires à grande échelle, rappelant à tous les observateurs que la guerre moderne n'est pas seulement une affaire de courage, mais également de maîtrise logistique et organisationnelle. La bataille, par son ampleur et sa complexité, fournit une illustration parfaite de l'interaction entre la psychologie, la technique et la stratégie, et de la manière dont la supériorité industrielle peut créer des effets décisifs sur le champ de bataille. Les leçons de Saipan continuent d'être étudiées dans les académies militaires et restent un exemple fondamental de la manière dont une force bien préparée, disciplinée et logistique peut transformer un combat difficile en une démonstration de supériorité inéluctable. Après la chute de Saipan, le paysage militaire et psychologique du Pacifique fut transformé. Les forces japonaises, convaincues de la solidité de leur défense, durent affronter la supériorité logistique et la coordination américaine. La capture de l'île permit aux États-Unis de disposer d'une base stratégique pour les raids aériens sur le Japon et pour les campagnes suivantes. La démonstration de force avec 5000 bateaux Higgins en une seule vague montra que la victoire dépendait autant de la planification et de la logistique que du courage des soldats. La vitesse et la densité du débarquement neutralisèrent rapidement les défenses japonaises, réduisant les pertes américaines et ébranlant le moral des défenseurs. Les doctrines japonaises valorisant le sacrifice individuel et la discipline rigide révélèrent insuffisantes face à une coordination interarmes supérieure. Les rapports post-bataille montrent que les officiers japonais furent frappés par l'organisation méthodique des forces américaines. Les unités japonaises, isolées dans des tunnels ou sur des crêtes, perdirent rapidement toute initiative. Les contre-attaques échouèrent, non par manque de courage, mais par incapacité à rivaliser avec une logistique supérieure. Saipan devint un modèle de guerre combinée où infanterie, artillerie, aviation et marine étaient parfaitement intégrés. Les marines américains purent maintenir un flux continu de renforts et de matériel, sécurisant rapidement les positions avancées. La flexibilité et l'adaptation en temps réel furent déterminantes. Les plans furent ajustés en fonction du terrain et des mouvements ennemis, surpassant les doctrines rigides japonaises. Sur le plan humain, les soldats japonais furent confrontés à la désillusion et à la gore, reconnaissance de l'inévitabilité de la supériorité américaine. Les leçons tirées de Saipan furent incorporées dans les opérations suivantes, telles que Tinian et Guam, confirmant l'importance de la logistique, de la coordination et de la discipline collective. La bataille souligna aussi le rôle du facteur psychologique. La surprise et l'ampleur du débarquement démoralisèrent les Japonais, montrant que la projection de force repose autant sur la planification et l'exécution que sur les effectifs ou l'armement. La capture de Saipan offrit un point d'appui stratégique pour frapper le Japon continental, modifiant la perception globale de la puissance américaine. L'expérience démontra que le succès militaire repose sur l'intégration parfaite de la logistique, de la technologie, de la discipline et de la stratégie, et que la supériorité industrielle peut produire des effets décisifs sur le champ de bataille. Les enseignements tirés continuent d'influencer la doctrine militaire contemporaine, montrant que la préparation, la coordination interarmes et la flexibilité opérationnelle sont essentielles pour transformer une opération complexe en succès stratégique. Saipan demeure un exemple de la manière dont la planification humaine et la projection de force peuvent surmonter des obstacles difficiles et imposer une supériorité durable. L'après-bataille de Saipan laissa des traces profondes, tant sur le plan humain que stratégique. Les survivants japonais, réduits à quelques centaines de soldats isolés dans les tunnels et les collines, comprirent que leur vision de la guerre avait été irrévocablement brisée. Les ordres de résistance jusqu'au dernier homme, glorifiés par la propagande, se heurtèrent à la réalité d'une armée ennemie capable de projeter simultanément des milliers de troupes et de matériel. Pour les forces américaines, la victoire fut un mélange de soulagement et de reconnaissance de l'ampleur de l'opération. Les marines et les unités de soutien avaient affronté des plages minées, des tirs concentrés d'artillerie et des contre-attaques suicides, mais la préparation méticuleuse et la coordination interarmes permirent de minimiser les pertes et de sécuriser rapidement les points stratégiques. La capture de l'île offrit un tremplin vers Tinian et Guam, consolidant le contrôle américain sur les Mariannes et permettant le déploiement de bases aériennes pour frapper le Japon continental.
La bataille devint un exemple paradigmatique de la supériorité logistique et industrielle américaine. L'ampleur du débarquement, 5000 bateaux Higgins en une seule vague, la synchronisation avec l'aviation et l'artillerie, ainsi que la capacité de maintenir un flux continu de renforts, démontrèrent que la victoire ne dépendait pas uniquement du courage individuel, mais de l'intégration parfaite de la planification et de l'exécution. Psychologiquement, les Japonais réalisèrent que leurs doctrines de sacrifice et de discipline, isolées de la flexibilité et de la capacité industrielle, étaient insuffisantes face à une machine de guerre moderne. La leçon fut dure mais claire. La force réside dans la préparation, la coordination et la capacité à transformer des ressources matérielles en avantages tactiques. Saipan reste un témoignage de cette vérité, où l'ingéniosité logistique et la maîtrise du détail furent décisives, offrant un exemple historique de la manière dont la planification humaine peut surpasser l'adversité et déterminer l'issue d'une guerre. À suivre, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines, cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.